Chers amis et amis de la sociologie, bienvenue à cette conférence de rentrée organisée par le département et l'Institut de recherche sociologique. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir comme invité Serge Pogam, directeur du Centre Albax de l'École normale supérieure de Paris, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales sur le thème Sociologie des inégalités et des ruptures sociales, fondateur de la revue Sociologie qu'il a dirigée jusqu'à peu, auteur de plusieurs ouvrages à fort impact, forte visibilité sociologique, tournant autour de la question du lien social, de ses fondements, de ses expressions, de ses conséquences. On peut citer parmi eux la disqualification sociale, essai sur la nouvelle pauvreté, le salarié de la précarité, les nouvelles formes de l'intégration sociale, les formes élémentaires de la pauvreté, ce que les riches pensent des pauvres, et puis finalement le livre dont il sera question aujourd'hui, L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine, paru en 2023. Ce qui caractérise les travaux de Serge Pogam, c'est des études empiriques réalisées tant dans des comparaisons internationales de systèmes sociaux que sur les rapports des individus à différentes instances normatives, l'État, la famille, le marché du travail, la citoyenneté, des études qui sont faites dans différents contextes en France, mais aussi notamment en Amérique latine. Serge Pogam est un lecteur passionné et averti d'Émile Durkheim, qu'il mobilise dans plusieurs de ses recherches, mais par-delà Durkheim, il est ouvert à de multiples influences, Simmel, Elias, Bourdieu, Tocqueville, parmi les grands classiques, mais aussi, bien sûr, toute une série d'auteurs contemporains. Ces travaux, à mon sens, démontrent une volonté de synthèse et de montée en abstraction assez remarquable et en voie de perdition, me semble-t-il, dans la profession. Donc, les résultats tirés des recherches de nombreux chercheurs et chercheuses contemporains sont mobilisés dans une variété de domaines, vraiment avec ce projet intellectuel de dégager certains des fondements, finalement, de la manière dont nos sociétés sont structurées. Donc, c'est un auteur qui a l'ambition de dégager des terrains empiriques, des règles de compréhension générale du social, tant au niveau du fonctionnement général des États-nations que dans le rapport des individus au collectif et entre eux. Pogam voit dans diverses configurations normatives, ce qu'il appelle, en suivant Durkheim, des morales, un principe fondamental de structuration du social. Comment alors ces morales ou faits moraux se conjuguent-ils à l'attachement social ? Ce dernier concept fait référence au processus d'entrecroisement des liens sociaux et d'identification des individus à des collectifs. Ces processus sont d'ailleurs illustrés par une mosaïque recouvrant les murs du palais de l'Alhambra à Grenade, d'influence byzantine, m'a-t-il expliqué, et illustrant donc la page de couverture de son dernier ouvrage que vous avez à l'écran. Nous avons la chance donc de pouvoir écouter Serge Pogam dans cette conférence de rentrée intitulée « L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine ». Je lui cède la parole pour 45-60 minutes, selon ses désirs, suite à quoi un moment est réservé pour le dialogue avec l'auditoire. Et Serge m'a encore répété qu'il tient beaucoup à ce moment de dialogue et d'interrogation, etc. Donc voilà. Merci beaucoup, Serge. La parole est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi un grand honneur d'être ici parmi vous, d'être invité pour présenter mon dernier ouvrage, lors de cette conférence de rentrée. Je suis déjà venu, je suis un
un petit habitué quand même de l'Université de Genève. J'y ai enseigné il y a quelques années et c'est toujours un plaisir de me retrouver ici dans ces murs et parmi vous. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu donc vous parler de ce dernier livre avec un sous-titre que j'ai choisi pour la conférence différent du livre, puisque le livre, vous l'avez vu, porte le titre « Forme et fondement de la solidarité humaine », alors que ici, donc, je vais parler surtout de l'origine et du développement d'un concept sociologique. Alors, en ce moment, je fais beaucoup de conférences et depuis que ce livre est sorti, il nourrit en tout cas des discussions, des débats dans les sciences sociales, mais même au-delà. Et c'est donc un plaisir de me retrouver ici parmi des spécialistes, parmi des sociologues. Et je voudrais effectivement, comme Eric l'a dit, je voudrais effectivement qu'il puisse y avoir un échange entre nous autour de la thèse que je vais vous présenter. Alors, mon intervention sera organisée de la façon suivante. Tout d'abord, je vais essayer de vous parler donc des origines de ce concept sociologique, comment je l'ai aussi défini de façon plus précise. Donc, et ensuite, je vous parlerai, en reprenant certains thèmes abordés dans le livre, quelques développements qui sont présents dans cet ouvrage. Et pour ouvrir aussi la discussion, j'aimerais vous présenter quelques éléments de l'apport de la comparaison internationale que j'ai. Alors, excusez-moi, c'est juste pour le son. Oui. Comme ça. Ça va mieux comme ça? Comme ça? Alors il faut. Non, ça va mieux comme ça? Mais ce que j'ai dit, vous avez quand même un peu entendu. D'accord. Je sais pas. Ah d'accord. Donc je vais peut-être parler un peu plus fort alors. Et puis, donc insister sur les apports de la comparaison internationale. Je vous montrerai comment j'ai un peu organisé ce travail de comparaison dans cet ouvrage. Et ce qui nous permettra effectivement d'avoir une conclusion, un peu d'ouverture en envisageant peut-être des prolongements. Donc les origines de ce concept sociologique. Alors, quand vous avez certainement entendu parler de l'attachement, mais pas forcément, c'est pas forcément un concept que vous allez retrouver dans les manuels de sociologie. Je suis même sûr que non, parce que il ne figure effectivement pas dans le vocabulaire ordinaire de la sociologie. Parce qu'effectivement, quand on aborde la question de l'attachement, et si vous mettez attachement sur un moteur de recherche, vous allez trouver effectivement tout de suite des références à la théorie de Bowlby. L'attachement est avant d'être un concept sociologique, il est en tout cas connu surtout comme un concept de la psychologie développé donc à partir des travaux de John Bowlby. Et moi, j'ai découvert Bowlby à travers des recherches justement sociologiques, notamment car j'ai beaucoup travaillé sur la question de la pauvreté et sur la trajectoire de personnes en situation de pauvreté, parfois de grande pauvreté. Et quand j'essayais donc à travers des histoires de vie d'essayer de comprendre ce qui s'était passé dans la vie, dans les expériences vécues de ces personnes, je me suis souvent rendu compte que ces personnes avaient connu des ruptures, pas seulement à l'âge adulte, mais que ces ruptures étaient souvent intervenues lors de l'enfance. Et si bien que je me suis intéressé beaucoup à l'approche de Bowlby, qui lui a essayé d'étudier de façon, à partir de cas individuels, des enfants au moment de la séparation, avec notamment leur figure protectrice, c'est-à-dire le plus souvent leur mère. Et Bowlby a fait beaucoup d'expérimentations dans l'après-guerre. C'est une théorie qui s'est développée plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a de nombreux travaux en psychologie qui se réfèrent
à cette théorie. Il y a même des questionnaires, vous trouverez même un questionnaire d'une échelle de l'attachement qui permet d'identifier des personnalités et que l'on peut effectivement reprendre. Alors, 3 volumes, 3 gros volumes sont à notre disposition, si vous voulez les analyser. Moi, en tout cas, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. Et je me suis toujours posé la question, mais finalement, cet apport de Bowlby, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer d'un point de vue sociologique? Et en travaillant véritablement par ailleurs sur les textes de Durkheim, je me suis rendu compte que finalement, Bowlby n'était absolument pas le premier à avoir parlé d'attachement. Et si vous ouvrez ce livre de Durkheim, l'éducation morale, vous vous rendrez compte que toute une partie concerne l'attachement au groupe. Car pour Durkheim, effectivement, l'éducation morale concerne effectivement non seulement l'esprit de discipline et l'autonomie de la volonté, mais aussi l'attachement au groupe. Et c'est dans ce cours que Durkheim a rédigé, juste après avoir publié le Suicide. Le Suicide paraît en 1897. Et dans ce cours, qui s'adresse avant tout à des maîtres d'école, il essaie justement de tenir compte des résultats du suicide et il essaie justement de voir comment on pourrait, à travers l'éducation que l'on donne aux enfants, on pourrait donc éviter qu'il y ait autant de suicides. Et donc, d'où l'idée de structurer l'éducation autour de grands principes moraux qui relèvent de la sociologie, c'est-à-dire de la connaissance des faits sociaux, et notamment du suicide. Et donc, dans cette partie, Durkheim développe le concept d'attachement au groupe. Et donc, j'ai lu avec, bien sûr, beaucoup d'intérêt ce livre. Je l'ai d'ailleurs introduit dans cette collection aux presses universitaires de France. Et j'ai commencé à essayer de dialoguer entre, justement, cette tradition sociologique et ce concept qui n'est pas identifié comme un concept important chez Durkheim. On n'en avait pas beaucoup parlé, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient remarqué la définition précise que Durkheim donnait à l'attachement au groupe. Et j'ai essayé donc de mettre ça en relation avec la perspective de Bowlby. Voilà un petit peu comment j'ai procédé. Mais je voudrais maintenant essayer de montrer, c'est-à-dire de sociologiser, c'est ça mon objectif, de sociologiser cette notion donc d'attachement et d'en faire un concept sociologique. Alors, je reviens un petit peu sur Durkheim. Tout simplement pour rappeler quelle était son ambition et l'énigme qu'il a essayé de résoudre au cours de sa carrière. Je dirais que s'il y avait une énigme, ça serait celle-là, et celle qui est indiquée ici, et qui est formulée justement dans son livre de la division du travail social, dans sa thèse. Comment se fait-il que tout en devenant plus autonome, l'individu dépende davantage de la société ? Autrement dit, comment les individus autonomes peuvent-ils faire société? Comment parviennent-ils à s'attacher à la société? Alors, on trouve des éléments déjà dans la thèse, mais on trouve aussi dans les cours professés à Bordeaux. Alors, il y a 4 ouvrages de Durkheim que j'ai eu la chance d'introduire et le plaisir d'introduire, et qui me semblent être vraiment tout à fait intéressants. Ces 4 ouvrages, deux cours, l'éducation morale et leçons de sociologie, qui ont tous les deux été rédigés dans la dernière décennie du XIXe siècle, juste après la thèse, au moment où Durkheim écrit sa thèse, ensuite qu'il écrit les règles de la méthode sociologique, et ensuite le suicide, il trouve le moyen d'écrire encore 2 grands cours qui sont réunis finalement. Ça, c'est le produit de 10 ans de travail de Durkheim. Et donc, c'est intéressant de voir effectivement les liens qu'il peut y avoir entre ces 4 ouvrages. Alors, ce qui est intéressant, regardez très bien, les PUF ont fait une belle couverture pour 3 d'entre eux, et l'éducation morale, effectivement, ça ne se vend pas beaucoup, c'est pas beaucoup lu, et pourtant, c'est de là qu'on trouve l'attachement. Donc, c'est intéressant, c'est un peu une couverture un peu ringarde par rapport à ce qui a été fait après. Ce qui est significatif, bien entendu. Alors, il y a une énigme supplémentaire qui est pourquoi Durkheim
ne fait plus référence au concept de solidarité mécanique et de solidarité organique après la publication de sa thèse. En fait, je consacre le premier chapitre de mon livre à trouver des explications. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusque-là véritablement, on n'avait pas prêté attention à cette question. En fait, ces deux concepts, on les étudie dans tous les cours de sociologie, ça fait partie de la formation de base de tous les étudiants de sociologie. On doit passer par là, il faut apprendre vraiment qu'est-ce que c'est la solidarité mécanique, qu'est-ce que c'est la solidarité organique. Sauf que Durkheim n'utilise plus du tout ces deux concepts après. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous lirez le chapitre 1 du livre, mais en tout cas, il y a un malaise autour de ces deux concepts. Et Durkheim va essayer justement de les oublier pour construire autre chose. Et ce autre chose, on va les trouver justement dans son cheminement, dans ces 4 ouvrages dont je vous ai parlé, dans son cheminement qui se traduit tout simplement par progressivement abandonner ces concepts qui sont sans doute trop abstraits, trop aussi certainement liés, ça c'est un des éléments d'explication, trop liés à cette notion de solidarité qui est une notion effectivement très polysémique et dont on fait un usage politique ou idéologique, y compris dans cette dernière décennie du XIXe siècle. En fait, 3 ans après la publication de la division du travail social, Léon Bourgeois, président du Conseil, philosophe, écrit « Solidarité », un livre qui va connaître une diffusion considérable, non seulement en France, mais bien dans d'autres pays, qui va donner lieu à une doctrine qu'on va appeler la doctrine du solidarisme, et qui met en avant autre chose que ce qu'on retrouve dans la thèse de doctorat de Durkheim. Et il met l'accent effectivement sur le principe des assurances, le principe des mutuelles, le fait que nous devons devenir des associés solidaires. On n'est plus sur le principe sur l'analyse des faits sociaux. On est dans l'idée de trouver une doctrine avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire une façon de concevoir ensemble la vie en société fondée sur justement une pensée de la société organisée comme un mode de protection face à tous les aléas sociaux et la nécessité de construire cette solidarité à partir des mécanismes de la protection sociale. Donc, Durkheim se trouve face à une diffusion aussi colossale de ce livre, un peu en porte-à-faux, c'est-à-dire les concepts de solidarité mécanique et organique pèsent peu finalement dans le débat par rapport à cet essor de la solidarité. C'est une des raisons, il y en a d'autres, mais en tout cas, il a fait certainement un pas de côté et il a essayé de construire autrement son raisonnement en utilisant ce que moi je fais, c'est mon hypothèse, en utilisant la question des liens sociaux et notamment le concept d'attachement. Alors, ce qui est important aussi chez Durkheim, c'est sa conception de la morale. Est morale tout ce qui est source de solidarité. Est morale, peut-on dire, tout ce qui est source de solidarité, tout ce qui force l'homme à compter sur autrui, à régler ses mouvements sur autre chose que les impulsions de son égoïsme. Et la moralité est d'autant plus solide que ses liens sont plus nombreux et plus forts. Il utilise le mot « lien », et ça, c'est déjà dans sa thèse. Donc des liens sociaux qui doivent être nombreux et plus forts, et c'est à partir justement d'une lecture des interactions humaines, des faits sociaux, qu'on peut comprendre la morale. La morale, ce n'est pas ce qui précède la vie en société, au contraire, c'est à travers la vie en société qu'émergent des sphères de la morale. Et Durkheim part de ce principe-là. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail et je vous offre là tout de suite une définition sociologique de l'attachement social telle qu'elle peut s'inspirer donc de l'analyse de Durkheim. Pour définir sociologiquement l'attachement, il faut, de mon point de vue, donc partir de différents types de liens sociaux. Alors, depuis un certain temps, j'avais réfléchi sur ces différents types de liens sociaux. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était dans mes études sur la pauvreté que j'ai été conduit à analyser justement cette question à travers la perte
la rupture de ces liens, qui me semblait être un facteur explicatif des trajectoires de pauvreté. Et donc j'ai été conduit progressivement dans mes travaux, depuis mon premier livre, La disqualification sociale, jusqu'à des travaux plus récents, à essayer à identifier plusieurs types de liens sociaux. Alors quand on commence à parler des liens sociaux, il me semble qu'il faut d'abord faire une distinction première, une distinction entre des liens qui assignent à un groupe à la naissance, et qui peut être, ces liens, ça peut être effectivement le lien de filiation, ça peut être assigné aussi à un clan, à une nation. Quand l'individu naît, finalement, il est déjà inscrit dans une filiation, puisqu'il est censé rencontrer ses parents, si on met, ou des parents adoptifs dans certains cas, mais en tout cas, il a des parents, et donc il est inscrit dans une filiation. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait immédiatement après la naissance? On va déclarer son enfant à l'état civil. Et donc, à l'état civil, on est donc inscrit, que l'on veuille ou non, dans une communauté nationale. Et on va donc, du fait de cette communauté nationale, faire l'apprentissage d'une certaine forme d'un lien de citoyenneté. Donc ce sont des liens que l'on ne choisit pas. On peut naître dans une famille très riche comme dans une famille très pauvre. On peut naître dans un pays très riche comme dans un pays très pauvre. Et ça, on le porte, on ne le choisit pas. Ce sont des liens assignés. Les inégalités existent dès la naissance. Mais la vie, c'est un monde aussi où on apprend à devenir des êtres sociaux, et donc on a aussi la possibilité, tout individu a la possibilité justement de construire ces différents types de liens. Alors ça procède d'une contractualisation, je dirais même d'une participation à la vie sociale. Ça relève de choix affinitaires, ça relève d'une participation volontaire à telle ou telle profession, à telle ou telle association. Et donc, on pourrait dire que le lien correspond alors à une association d'individus autonomes. Alors, vous allez me dire, les leçons de la sociologie montrent que finalement, il y a quand même des formes de déterminisme. On ne choisit pas tout à fait entièrement. On est souvent déterminé par le milieu social dans lequel on vit. On va entrer dans telle ou telle association parce qu'effectivement, c'est une association qui est en lien avec le milieu social dans lequel on vit. On a des amis, on fait des rencontres qui renvoient finalement aussi à cette différence de milieux sociaux. Mais on peut quand même partir de l'idée qu'il s'agit là d'une participation volontaire et affinitaire. Selon Durkheim, donc, la société est la condition nécessaire de la morale et n'est pas une simple juxtaposition d'individus qui apportent en y entrant une moralité intrinsèque, mais l'homme n'est un être moral que parce qu'il vit en société, puisque la moralité consiste à être solidaire d'un groupe et varie comme cette solidarité. Et donc, dans ces cas-là, on peut aussi souligner que les liens vont renvoyer à des sphères distinctes de la morale collective. Alors, Durkheim en parle. Je n'ai pas inventé ces sphères. Elles sont présentes dans son cours sur leçons de sociologie. Durkheim parle de la morale domestique, va parler de la morale professionnelle, qu'il va considérer comme fondamentale pour développer justement la possibilité aux individus de se sentir véritablement intégrés socialement, et la morale civique. Il aborde peu la morale associative. Il souligne que, parce qu'il part de l'exemple français, il se dit finalement par rapport aux Allemands, on est très en retard en France, on a une morale associative qui est presque inexistante, alors qu'il y a une morale associative beaucoup plus forte en Allemagne à son époque. Et vous allez voir qu'on va retrouver dans les indicateurs encore cette différence-là aujourd'hui. Mais en tout cas, partons de cette idée qu'il existe donc des sphères distinctes de la morale, qui sont des sphères que tout individu rencontre au moment de la socialisation. J'apporte encore une autre précision. Je distingue les différents types de liens en distinguant deux dimensions fondamentales qui me semblent présentes dans tous les liens. C'est la dimension de la protection et de la reconnaissance. C'est un travail sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, et ce n'est pas
nouveau, puisque je faisais cette distinction déjà dans un que sais-je qui a été publié en 2008 sur le lien social, et je montrais l'importance de cette distinction. Donc la protection, c'est compter sur, la reconnaissance, c'est compter pour. Et on va retrouver donc, ces deux dimensions fondamentales dans chacun des types de liens sociaux. Alors ce tableau, je l'avais défini déjà il y a longtemps, donc je reprends en tout cas les idées majeures dans l'attachement social. Donc 4 types de liens. Le lien de filiation entre des parents et des enfants, le lien de participation élective qui renvoie aux liens affinitaires, aux liens entre conjoints, entre amis, entre proches choisis, entre membres d'associations, par exemple, donc dans des collectifs que l'on choisit. Et vous voyez que j'utilise le terme participation pour ce type de lien. Le lien de participation organique renvoie là au lien entre acteurs de la vie professionnelle. J'utilise aussi le terme participation pour le définir. Et enfin, le lien de citoyenneté entre les membres d'une même communauté politique. Donc, 2 types de liens assignés, le lien de filiation et le lien de citoyenneté, 2 types de liens qui se construisent par participation, par contractualisation. C'est le lien de participation élective et le lien de participation organique. Et si vous regardez pour chacun de ces types de liens, vous pouvez trouver une dimension de protection et une dimension de reconnaissance. J'avais fait ce travail déjà il y a un petit moment et en fait, depuis, beaucoup utilisent cette matrice pour justement expliquer des phénomènes sociaux. Alors, si on prend par exemple le lien de participation organique. Organique, pourquoi ? C'est organique au sens des liens que l'on va tisser à l'intérieur d'un groupe professionnel. Le groupe professionnel vous enveloppe, quand vous menez une vie professionnelle, vous enveloppe et vous oblige finalement à trouver votre place finalement, ou notre place finalement, dans des relations professionnelles à l'intérieur d'un groupe. Mais c'est organique aussi pour Durkheim, et c'est organique au sens de la complémentarité, de l'interdépendance entre les différents groupes professionnels dans une société donnée. Et donc là, on pourrait dire que dans les sociétés salariales comme les nôtres, après tout ce qui s'est produit tout au long du XXe siècle, et en particulier dans l'après-guerre, on a construit un monde où finalement on pouvait être intégré professionnellement par l'accès à un emploi stable qui offrait une protection contractualisée. Alors, si vous prenez par exemple les emplois en France, vous vous rendez compte qu'il y a 95% des emplois qui sont couverts par des conventions collectives. Dans certains pays, on ne sait même pas ce que c'est les conventions collectives. Vous allez aux États-Unis, vous avez simplement 12% des emplois qui sont couverts par des conventions collectives. Donc on est là dans une protection à la fois du travail, des conditions de travail, des modes de rémunération qui sont tous inscrits dans des conventions qui sont issues donc des luttes sociales et des accords entre les différents partenaires sociaux. Et donc, quand on entre dans le monde professionnel, on ne choisit pas, on négocie pas tout, puisque l'employeur, il est tenu d'appliquer la convention collective du groupe. Donc, on n'a pas à négocier. On sait très bien dans quelle mesure l'emploi va apporter de la protection. Mais bien sûr, dans le lien de participation organique, il y a aussi une dimension de la reconnaissance, puisque travailler, c'est aussi travailler en relation. Et on pourrait donc ainsi dire que dans la reconnaissance au travail, il y a bien sûr le fait de se sentir utile aux autres à travers l'œuvre à laquelle on concourt et qui trouve sa place dans une division du travail. Et il y a bien sûr la question de la rémunération qui compte beaucoup dans la dimension de la reconnaissance. Et puis il y a les relations de travail, les ambiances au travail, le fait d'être valorisé, d'avoir une certaine estime des autres par le fait de travailler et d'être particulièrement apprécié, ou au contraire dévalorisé, ce qui serait donc dans ces cas-là un déni de reconnaissance. Voilà un petit peu, sans rentrer dans le détail, mais comment on peut faire jouer la dimension de la protection et de la reconnaissance pour chacun des types de liens. Donc l'attachement social peut être donc défini comme un processus
d'entrecroisement de ces 4 types de liens sociaux. Entrecroisement des 4 types de liens sociaux en chaque individu au cours du processus de socialisation. Je pars toujours du processus de socialisation. C'est dans ce processus de socialisation que les individus rencontrent la question de la morale et des contraintes de la vie sociale qui sont différentes d'une sphère à l'autre de la morale collective. Et je dirais que c'est bien en nous-mêmes que s'entrecroisent ces différents types de liens. Ce qui nous fait être des êtres sociaux et solidaires, c'est en grande partie par le fait que nous avons intériorisé au cours du processus de socialisation ces différentes règles qui encadrent la vie collective et la vie sociale. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a un autre niveau que je prends en compte dans la définition de l'attachement social. Ce n'est pas simplement une affaire individuelle, c'est aussi à l'échelle de la société que l'on peut essayer de voir comment s'interpénètrent ces différentes sphères de la morale. Et dans chaque société, on va pouvoir trouver, et c'est ça l'intérêt, d'essayer de trouver quel est finalement l'entrecroisement spécifique de ces différentes sphères de la morale. Et c'est à travers ça que je vais essayer justement de montrer comment sont structurées les sociétés modernes à partir de ce phénomène de l'entrecroisement des sphères de la morale, puisé donc dans le processus de socialisation de chaque société. Alors, je me suis posé souvent la question, comment visualiser cet entrecroisement ? Ce qui se passe en nous, c'est aussi ces liens qui s'entrecroisent en nous, ce sont aussi des liens qui permettent finalement d'être reliés, d'être attachés les uns aux autres et à la société. Et donc, comment visualiser ça ? Et j'ai essayé de chercher pendant longtemps des représentations dans le monde de l'art. Je cherchais des représentations de ce principe de l'entrecroisement des liens et de ces 4 types de liens. Alors j'ai trouvé beaucoup de choses dans l'art religieux, notamment. On trouve de très belles choses. Et puis, c'était plus ou moins satisfaisant. Et je suis un jour tombé, donc, en visitant le palais de l'Alhambra à Grenade, dans une immense salle, au moins aussi grande que cet amphi. Et vous imaginez cet amphi recouvert de cette mosaïque. Donc, cette mosaïque, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je suis tombé amoureux de cette mosaïque, littéralement séduit par le fait que j'y voyais tout de suite ce phénomène de l'entrecroisement. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pris une photo avec un appareil ordinaire, et puis je l'ai conservé, je l'ai utilisé dans mes cours, et puis au moment de publier le livre, l'éditeur me dit « qu'est-ce qu'on peut mettre comme illustration ?» On peut mettre ça. Alors ils ont été voir si la photo était de qualité suffisante, et puis finalement ils ont dit « oui, on peut y aller ». Et donc cette mosaïque se retrouve donc sur la couverture du livre. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez à la fois des carrés et des losanges. Ce principe, c'est la superposition donc, de carrés et de losanges, avec des belles étoiles. Mais ce n'est pas les étoiles qui nous intéressent, c'est plutôt les carrés et les losanges. Alors, j'ai essayé de décomposer et de dire finalement, on a autant de carrés, on a beaucoup de carrés, beaucoup de losanges, et finalement, je me suis dit, mais regardons bien, si on considère que les carrés constituent des unités, que ce soit des individus ou des groupes, et si on considère que chaque segment du losange correspond à un type de lien, on va pouvoir essayer de voir finalement comme ça si dans chaque carré vont se retrouver finalement ces 4 types de liens, ces 4 types de segments. Effectivement, dans chaque carré, vous trouvez les 4 segments des losanges. Or, c'est précisément ces segments qui vont permettre aux individus et aux groupes d'être attachés les uns aux autres. Alors, vous avez ça. Alors, regardons effectivement tout d'abord le carré central. Quand vous êtes dans le palais de l'Alhambra, vous avez l'impression que c'est un espace illimité, c'est-à-dire que ça renvoie bien entendu à une dimension spirituelle, c'est-à-dire c'est l'immensité. Vous êtes dans l'univers, tout le monde est relié les uns aux autres dans un univers qui vous dépasse complètement.
C'est ça l'art byzantin, avec une dimension spirituelle et religieuse très forte dans ces mosaïques. Il faut beaucoup de génie pour arriver à concevoir d'ailleurs ce type de représentation. Et vous êtes emporté quand vous rentrez dans une salle comme ça. En tout cas, je l'ai été. Donc, mon intérêt n'était pas spirituel, il était sociologique en examinant cette mosaïque. Et donc, j'ai regardé, si on circonscrit cette mosaïque dans un espace non pas infini, mais fini, on peut voir effectivement se dégager à la périphérie de ce carré central, des carrés qui sont finalement moins dotés de ces 4 types de liens. Et donc, dans certains carrés, là, vous voyez, il n'y a plus qu'un lien ou qu'un segment. Dans d'autres, il y en a 2. Et donc, on n'a pas donc, les 4 types de liens. Alors, j'ai utilisé ça parfois même de façon pédagogique pour demander aux uns et aux autres, mais finalement, à quelle situation renvoient les carrés où il n'y a qu'un lien, ou les carrés où il n'y en a que 2 dans la société. Alors les étudiants, parfois, ils commencent à dire, ils réfléchissent, les sans-abri, tiens, les sans-abri, prenons les sans-abri. Les sans-abri, quels sont les différents types de liens qui s'entrecroisent en eux? Les sans-abri, effectivement, le lien de filiation, il est souvent rompu. Ils ont parfois une famille, mais ils ne la voient plus. Ils ont des enfants, ils ne les voient plus. Le plus souvent, c'est ça. Le lien de participation organique, ils sont très éloignés du monde du travail, parfois au chômage depuis de très nombreuses années. Le lien de citoyenneté, très peu sont inscrits sur des listes électorales. D'ailleurs, c'est difficile d'être inscrit sur des listes électorales quand on est sans-abri. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est souvent les liens, les alliances de survie, c'est-à-dire au quotidien, comment on va parfois essayer de résister à la pauvreté en vivant finalement dans des petits collectifs de gens finalement ayant vécu des situations similaires. Et donc on pourrait dire effectivement, voilà, dans un espace social, il y a des individus qui sont moins dotés que d'autres de ces 4 types de liens. Maintenant, les développements de la recherche. Qu'est-ce que ça nous permet de voir, d'avoir une orientation comme ça? Quels sont les différents fils que j'ai tirés dans le livre pour arriver à faire travailler des objets différents autour de la question des liens sociaux? Alors, tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur justement la question de la socialisation. À travers le processus de socialisation, je pars donc de ce processus de socialisation et on peut expliquer comment les liens sociaux se maintiennent, comment ils sont constitutifs des êtres sociaux que nous sommes. Et donc j'ai essayé d'expliquer comment ces liens sociaux se maintiennent, quelle est la force de chacun de ces types de liens, comment ils se constituent et comment ils se maintiennent en nous, même si ils sont fragiles et peuvent effectivement se rompre. Zimmel avait fait un très beau texte, comment les formes sociales se maintiennent. J'ai essayé effectivement dans cet esprit-là de reprendre un petit peu la même idée, donc comment les liens sociaux se maintiennent. Et il m'a semblé important, alors ça c'est tout le chapitre 2 de l'ouvrage. Je ne vais pas les décliner tous, les chapitres, parce qu'il y en a 16, il faudrait plusieurs heures. Mais je voulais quand même insister sur 3 dimensions qui m'ont semblé intéressantes à prendre en compte et que très souvent on aborde séparément. Quand on parle en sociologie, on insiste beaucoup sur la question du contrôle social. Alors effectivement, chez Durkheim, la question du contrôle, elle est forte. La question des contraintes, elles sont fortes, puisqu'il ne peut pas y avoir de vie sociale sans contraintes. Et donc, les individus vont intérioriser aussi les formes du contrôle social. Ils vont intérioriser les normes qui renvoient finalement aux attentes collectives. Et donc, on doit, quand on fait de la sociologie, être attentif à cet ancrage normatif, comment on intériorise ces normes. Alors, il y a beaucoup de travaux que j'ai utilisés, qui insistent justement sur les relations entre les parents, l'école et les pairs. Ça, c'est les travaux de Travis Hirschi que j'ai voulu vraiment développer, qui sont développés notamment dans la sociologie de la criminalité.
Donc, mais j'ai aussi donc toute une discussion, après avoir montré les mécanismes du contrôle social, j'ai repris la question de l'habitus et je discute, notamment dans ce chapitre, des relations entre le concept d'empreinte, qui est très fort chez les psychologues et chez Bowlby en particulier, avec la notion d'habitus. C'est tout, j'ai essayé de montrer comment Bowlby s'intéresse finalement à l'empreinte laissée par le premier lien, le lien dès la naissance entre la mère et l'enfant, mais comment les sociologues, eux, vont aussi prendre en compte les mécanismes de la socialisation en s'attachant à prendre en considération d'autres liens que ce premier lien. Et donc c'est dans cet esprit que j'ai discuté beaucoup avec les travaux sur l'habitus, en discutant les travaux d'Elias, mais aussi bien sûr ceux de Bourdieu. Et alors je ne rentre pas dans le détail, mais j'ai essayé justement d'appliquer la question de l'habitus à la théorie de l'attachement social. On pourra en discuter tout à l'heure. Et troisième dimension de ce triptyque, pour expliquer comment les liens sociaux se maintiennent, il y a aussi la question de la mémoire collective. C'est-à-dire que j'ai été attentif à examiner l'ancrage social et spatial de nos souvenirs. Les liens sociaux sont en nous parce que nous les entretenons aussi à partir de nos souvenirs, de notre vie passée. Ils sont en nous et ils se réveillent sans arrêt parce que nous avons besoin de nous remémorer le passé sans arrêt. Et j'ai pris donc des exemples à partir de la mémoire familiale. En tout cas, ce triptyque, contrôle social, habitus et mémoire collective, c'est ce qui m'a semblé nécessaire à articuler pour bien comprendre comment les liens sociaux se maintiennent. Maintenant, je voudrais aborder une autre question. Tout à l'heure, je vous ai montré comment il pouvait y avoir des inégalités dans le processus d'entrecroissement des liens sociaux. Il y a des individus, des groupes qui sont moins dotés de ces 4 types de liens sociaux, qui ont vécu des ruptures cumulatives, mais cette représentation était loin d'épuiser la question des inégalités pour autant. Parce que on pourrait effectivement dire que très souvent, on considère que c'est le manque de liens qui est posé comme un problème. On parle du délitement des liens sociaux, on parle des processus d'isolement social, et on va dire que c'est un processus qui est réellement inégalitaire, mais qui ne suffit pas à comprendre finalement le tout des inégalités. Il faut aussi prendre en compte les cas où les individus vont étouffer dans la relation qui les relie à autrui. Car le lien peut, dans certains cas, devenir tout à fait oppressant et ne permet plus d'être soi. Il est envahissant et peut correspondre donc à un obstacle à l'autonomie. Et donc c'est dans les mécanismes de la domination que l'on va retrouver ces différents types de liens qui condamnent les individus à une vie oppressante, à une vie de grande précarité très souvent. Et donc j'ai essayé de croiser la dimension de la protection et de la reconnaissance à travers justement des configurations de liens. Tout d'abord, lorsque le lien apporte de la protection et de la reconnaissance, on est dans le cadre de ce que j'appelle des liens qui libèrent. Il y a d'ailleurs une maison d'édition qui s'appelle Les liens qui libèrent, mais c'est un bel oxymore. Et pour les sociologues, c'est important justement d'utiliser cette expression. Parce que pour les sociologues, la liberté, ce n'est jamais l'absence de contrainte. Si on dit que la liberté, c'est l'absence de contrainte, il n'y a pas de société sans contrainte. Donc, et pourtant, la philosophie de Hayek, par exemple, postule que la liberté, c'est avant tout l'absence de contrainte. Donc, pour le sociologue, c'est une ineptie. Il ne peut pas y avoir on ne peut pas se limiter à cette conception philosophique. Il faut justement considérer que du fait de l'existence de ces liens que nous intériorisons et que nous intériorisons formellement des contraintes de la vie sociale, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes dans des situations qui nous empêchent d'être libres. Mais c'est justement quand nous sommes reliés aux autres à travers
des liens qui apportent de la protection et de la reconnaissance, là on peut dire effectivement que ces liens nous libèrent. Parce que justement, nous sommes à la fois reliés aux autres par le fait d'apporter de la protection et de la reconnaissance aux autres, tout comme nous recevons dans les interactions des éléments qui nous constituent comme êtres sociaux aussi, en bénéficiant de cette protection et de cette reconnaissance que nous, dans les liens que nous tissons à autrui. Donc, on pourrait dire que c'est ça, les liens qui libèrent. Mais effectivement, on peut essayer de voir que dans la société, tous les liens que nous tissons ne sont pas forcément des liens qui libèrent, qu'il y a aussi des rapports de domination, et on pourrait presque lire les luttes de classe en fonction de cette matrice, notamment de ces différents types de liens. Notamment les liens qui oppressent. Je vois les liens qui oppressent quand justement le lien apporte de la protection et finalement pas de reconnaissance. Est-ce possible? Bien sûr que c'est possible. Combien de fois nous sommes reliés à d'autres et nous sommes tenus et protégés par ces liens sans que ces liens nous fassent du bien? Nous en souffrons de ces liens. Et dans le monde du travail, il y a énormément de situations qui renvoient à ces situations d'oppression. C'est-à-dire que des personnes peuvent exercer un métier en étant assurées face aux aléas de la vie par le fait d'obtenir une certaine garantie face à l'avenir, mais en même temps, c'est une souffrance au quotidien, c'est le fait d'être pas suffisamment reconnu, d'être infériorisé, d'être dans une misère de position, pour reprendre presque l'expression de Bourdieu, qui insiste bien sûr sur cette dimension symbolique des rapports sociaux. Donc, les liens qui oppressent, on peut les analyser dans chacun des types de liens. Les liens de filiation, le lien de participation élective, dans les relations dans des groupes, nous trouvons ces formes d'oppression dans certains cas, dans le monde du travail, je l'ai dit, et puis on trouvera aussi dans le lien de citoyenneté des situations comme ça, je les explique en détail dans le livre. Les liens qui fragilisent, ce sont des liens qui apportent de la reconnaissance sans beaucoup de protection. Est-ce que c'est possible? Je prends beaucoup d'exemples dans le livre de situations que j'ai pu observer dans mes études sur la pauvreté. Dans les quartiers pauvres, par exemple, on peut être finalement en relation avec d'autres individus et d'autres personnes, d'autres ménages qui sont au chômage et en situation de pauvreté. Ça apporte de la reconnaissance, une sorte parfois d'attachement à un groupe, mais ce groupe est tellement fragilisé que ce n'est pas en ayant des relations au sein de ce groupe que vous allez pouvoir sortir du chômage et de la pauvreté. D'une certaine manière, le lien vous fragilise parce qu'effectivement, il ne vous offre pas la possibilité de gravir l'échelle, de sortir de votre milieu. Et bien sûr, la dernière configuration, la rupture des liens, le processus de disqualification sociale renvoie à cette dimension du déni de reconnaissance et du déficit de protection. Alors, je vais assez vite pour vous montrer que j'ai tiré plusieurs fils dans le livre pour justement étudier la question des liens sociaux de façon dynamique. Et j'ai un chapitre notamment où j'ai essayé de prendre des exemples pour montrer comment justement les mouvements sociaux peuvent être interprétés à partir d'une lecture des différents types de liens. J'ai pris plusieurs exemples, je n'aurai pas le temps de les analyser, mais très souvent, ce qui m'a beaucoup frappé en faisant la genèse de certains conflits sociaux, comme celui des chaussonniers de Fougères au début du siècle, au début du XXe siècle, c'est une très belle grève ouvrière et donc en reprenant les travaux des historiens, où cette grève a été quand même bien documentée par les historiens, j'arrive à justement faire travailler tout ce cadre analytique sur les liens sociaux et je montre que finalement, c'est grâce à l'entrecroissement des liens sociaux dans la lutte que cette grève a abouti à des résultats en termes de conventions collectives, notamment pour les chaussonniers de Fougères. Et j'ai pris, vous voyez, le cas aussi d'autres conflits comme les Molex dans le sud-ouest de la France, et puis les Gilets jaunes que vous connaissez, mais je n'ai pas le temps effectivement d'aborder ça. La matrice des liens sociaux, le cadre analytique de la théorie de l'attachement social permet aussi d'analyser les rapports sociaux dans des quartiers pauvres, dans des quartiers ouvriers, dans les grands ensembles. J'ai analysé comment on peut utiliser ces différents types de liens pour analyser les formes d'entre-soi
les formes d'aspiration, les formes de protestation qu'on va retrouver dans ces quartiers qui sont souvent socialement disqualifiés. Donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais et je compte continuer à travailler d'ailleurs dans cet esprit pour analyser ces liens sociaux à l'intérieur des quartiers. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure des sans-abri. J'ai essayé aussi d'appliquer ce cadre analytique des liens sociaux pour analyser ce que j'ai appelé la force paradoxale des marginaux, en prenant en compte notamment les formes d'entre-soi des sans-abri. Je suis peut-être obligé d'aller vite parce que j'arrive à mon 4e point, qui est peut-être le point qui est le plus nouveau, en tout cas dans ce livre, qui repose sur des comparaisons internationales. Donc, j'ai discuté avec Eric et il m'a encouragé à dire il faut que tu en dises quelque chose quand même, parce que même si ça prend beaucoup de temps, parce qu'effectivement, c'est important d'avoir des éléments pour bien comprendre le mode de régulation des sociétés modernes, la structuration des sociétés modernes à partir de cette lecture en termes de liens sociaux. Donc une méthodologie, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, en 3 temps. Tout d'abord, j'ai essayé de construire une typologie en termes de régimes que j'ai appelé des régimes d'attachement social. Je vous expliquerai comment, dans un premier temps, en suivant le raisonnement de Durkheim et en le contestant dans certains cas, j'ai essayé donc de définir des régimes d'attachement social. Puis ensuite, à partir d'une large base de données que j'ai constituée, je l'ai constituée d'ailleurs avec des collègues de Christian Sutter et notamment Tuche Beckham de l'université de Neuchâtel, j'ai travaillé beaucoup avec eux pour arriver à constituer une large base de données portant sur les liens sociaux. On a réussi ainsi à la constituer pour 34 pays, dont la Suisse. Et donc, là aussi, ça a été un énorme travail qui a permis de vérifier empiriquement si oui ou non on peut parler donc, de régime d'attachement social. Et puisque j'ai parlé de vérification, donc ça a été vérifié, mais je vais vous le montrer comment. Et puis, et bien sûr, après, j'ai exploité de nombreuses études qualitatives, des cas spécifiques à partir d'une recherche à la fois historique et anthropologique, et on en voit beaucoup la trace dans plusieurs chapitres du livre. Mais donc là, ça part du principe que puisqu'il y a 4 types de liens sociaux qui correspondent à 4 sphères de la morale, on peut essayer de rechercher quel est finalement, dans ces 4 sphères de liens sociaux et de morale, quel est le lien normatif prééminent. Vous allez dire, mais ça c'est un peu curieux, parce que normalement, il devrait y avoir ces 4 types de liens à peu près de façon équilibrée dans chacune des sociétés. Durkheim, d'ailleurs, hiérarchisait ces différents types de liens. Lui, il disait clairement, l'État doit primer la famille. Le lien de filiation, ce n'est pas à partir du lien de filiation qu'on va faire société. C'est bien dans un esprit très républicain qu'il raisonnait. Il hiérarchisait vraiment les types de liens. Donc moi, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans une approche normative. J'ai essayé de voir justement, de partir de rechercher comment s'effectue à partir de la production des normes et de la mise en cohérence de l'ordre social, l'attachement des individus au groupe et à la société, en soulignant la pluralité des formes historiques et anthropologiques de ce processus. Donc je suis parti dans la recherche, finalement, quel est le lien normatif prééminent dans des différents types de sociétés. Et donc, je pars du principe que la hiérarchie des attachements peut varier d'une société à l'autre. Il existe dans chaque société un lien prééminent qui a pour fonction de mettre en cohérence l'ordre social en imposant sa logique normative aux autres liens. Et donc on peut reprendre cette distinction importante. Le lien, c'est un lien au sens de l'intégration, au sens durkheimien de l'intégration, au sens de l'attachement des individus au groupe et à la société. Mais on peut aussi analyser ici, de reprendre ce concept important de régulation au sens de l'intégration de la société. Et donc, on parle ici de régulation normative. Et je me situe ici, dans ces comparaisons internationales, plus dans l'analyse de la régulation, donc, qui permet donc de comprendre la structuration des sociétés modernes. Qu'est-ce qu'un lien régulateur? C'est un lien qui produit justement un ensemble de règles et de normes susceptibles de se traduire par une extension de son influence aux autres liens du régime. C'est donc un lien prééminent. C'est celui qui imprime finalement sa force normative aux autres. Ce lien prééminent se traduit donc par la prééminence d'un type de morale sur les autres. Et si bien que j'ai défini 4 types de régimes
le régime familialiste, le régime volontariste, le régime organiciste et le régime universaliste. Tous les 4 types de liens sont appelés à être des liens intégrateurs. Mais le principe qu'il y ait un lien prééminent, c'est un lien qui va assurer une fonction supplémentaire par rapport à cette dimension de l'intégration. Cette dimension supplémentaire, c'est la régulation. Et donc, il y a un type de lien qui joue un rôle supérieur aux autres dans chaque régime. Donc, dans le régime familialiste, vous l'aurez compris, c'est le lien de filiation. C'est la morale domestique qui est prééminente. Dans le régime volontariste, c'est le lien de participation élective et c'est la morale associative. Dans le régime organiciste, c'est le lien de participation organique et c'est la morale professionnelle. Dans le régime universaliste, c'est le lien de citoyenneté et la morale civique. Voilà, là, à ce stade, on est dans un raisonnement totalement hypothétique. C'est une construction idéale typique. Bon, pas tout à fait, parce que quand même, je connaissais, avant de le faire, j'avais quand même quelques idées des variations qu'on peut observer d'un pays à l'autre. Mais pour l'instant, aucune vérification empirique. C'est un raisonnement idéal typique à ce stade. Donc, on va essayer de vérifier. Ça m'a pris du temps. Je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec les collègues que j'ai cités. Et donc, on a essayé de partir de plein de pays, parce que pour faire ça, il faut quand même avoir une base suffisamment importante de pays, parce que quand on a trop peu de pays, on ne peut pas faire véritablement des analyses de classification. Donc, on a essayé de regrouper des variables, des indicateurs, construire des indicateurs de liens sociaux homogènes, à partir donc de plusieurs aires culturelles que vous voyez là, donc au total 34 dans plusieurs parties du monde. Alors ce travail-là, c'est aussi un travail qui a permis un peu de sortir aussi du cadre souvent européen de nos recherches. Moi, j'avais beaucoup travaillé auparavant sur les formes élémentaires de la pauvreté et j'avais travaillé sur le panel européen des ménages parce que c'était la base la plus fiable pour travailler sur cette question. Mais ça avait l'inconvénient de rester quand même limité aux pays européens, alors que, bien entendu, c'est intéressant d'élargir, de voir d'autres horizons que l'horizon européen. Alors, je ne rentre pas, je n'ai pas le temps, parce que je crois que même je vois que j'arrive presque à la fin. Donc, on a défini des indicateurs pour chacun de ces types de liens, en faisant des choix, parfois contraints. Et donc, je ne les précise pas ici. Je vous renvoie, il y a toute une annexe électronique avec un lien qui est indiqué dans le livre et qui renvoie finalement à tous les choix méthodologiques que l'on a pu faire. J'attire votre attention sur le fait qu'on arrive ainsi à avoir des indices pour chacun de ces types de liens. Et ça, déjà, cette matrice de corrélation, elle est tout à fait intéressante. C'est-à-dire que quand vous croisez, par exemple, le lien de filiation, première ligne, avec les autres indices, vous vous rendez compte que vous avez, pour chacun des autres types de liens, quand vous faites ces croisements, vous avez des corrélations qui sont significatives et négatives. Ça veut dire que, en gros, ça veut dire quoi? Quand le lien de filiation est fort dans un pays, les autres types de liens sont faibles. Déjà ce résultat, il est important parce qu'il montre qu'il y a le principe de la prééminence. À un moment donné, quand un lien est fort, il peut entraîner la faiblesse des autres. Et donc, ça, c'était un point important. Et vous voyez, en revanche, que quand on croise l'indice de participation élective avec le lien de citoyenneté, là, la corrélation est positive. Ça veut dire que la participation élective permet globalement l'accroissement, le lien de citoyenneté. Et vous avez la même chose avec le croissement de l'indice du lien de participation organique. Vous avez un coefficient qui est positif et qui est aussi significatif. On a fait une classification en prenant en compte ces indices-là uniquement et on tombe sur 5 clusters et pas 4. Bon, 5. Voyons voir, donc c'est ça un peu la découverte. Et on arrive à ça avec ces clusters que j'ai repris ici, que j'ai ordonné aussi. Donc le premier cluster, que des pays d'Amérique latine, avec un indice de lien de filiation qui apparaît nettement supérieur aux autres. Vous voyez, c'est le chiffre qui est en gras sur le graphique, c'est 0,72. Le deuxième cluster,
un ensemble de pays un peu plus hétérogènes. Vous voyez des pays comme l'Argentine, le Brésil, mais vous avez aussi le Japon. Ah, le Japon se retrouve là. Et vous voyez que vous avez un indice également du lien de filiation qui est le plus élevé, les autres types de liens étant beaucoup plus faibles, les autres indices étant beaucoup plus faibles. Si vous prenez le cluster 3, Canada, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, États-Unis, là, pas de problème, vous avez un lien de participation élective qui est très fort et qui se traduit par le fait qu'il y a un volontarisme associatif dans ce type de pays. La France, l'Italie, la Slovénie, l'Uruguay vont se retrouver avec un régime qui va être marqué par la prééminence du lien de participation organique, très nettement. Et vous avez un dernier cluster où vous allez retrouver la Suisse, avec l'Australie, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, la Suisse et les Pays-Bas. Alors là, effectivement, globalement, on a un lien de citoyenneté qui est prééminent, mais faiblement prééminent, parce que c'est ça qui est intéressant, et c'est aussi la découverte de ce type d'analyse, c'est que quand même, regardez, les autres indices sont quand même aussi élevés, en tout cas 2 d'entre eux sont également élevés, le lien de participation élective et le lien de participation organique. Le lien de filiation, n'en parlons pas, il est très faible. Mais quand même, vous avez là un entrecroisement de 3 sphères de la morale. Et donc, on pourrait très bien dire qu'il y a finalement 2 clusters qui sont vraiment typiquement familialistes, un cluster qui est typiquement volontariste, un autre qui est typiquement organiciste, et puis un autre qui est universaliste et qui se traduit par l'entrecroisement de 3 types de liens sur les 4. J'ai essayé d'aller plus loin dans un article récent qui vient d'être publié sur la structuration des sociétés modernes. Ça a été publié dans La Vie des idées, parce que certains ont considéré que cette typologie, elle était vraiment très proche de celle d'Esping-Andersen, alors qu'il s'agit d'une conception totalement différente, une conceptualisation totalement différente, puisque j'insiste sur le processus de socialisation et j'analyse les indicateurs de liens sociaux, alors que dans la typologie d'Esping-Andersen sur les régimes d'État-providence, on part avant tout des dispositifs de politique publique, d'action publique, et donc on n'est pas dans la même logique. Donc j'ai essayé de montrer que cette typologie fondée sur la nature des liens sociaux me semble aujourd'hui plus adaptée pour analyser la structuration des sociétés modernes. Des avancées, des prolongements à envisager très vite avant d'ouvrir le débat. Tout d'abord, ce que j'ai essayé de faire à travers la théorie de l'attachement social, c'est de proposer un cadre analytique global permettant de comprendre à la fois ce qui fait tenir ensemble les individus des sociétés modernes et ce qui les rend inégaux et les divise. C'est cette montée en généralité dont parlait Eric tout à l'heure, qui disait, ben oui, il y a une ambition de monter en généralité, mais qui n'est pas essayiste pour autant, puisqu'elle est fondée quand même sur une analyse de données empiriques nombreuses et de nombreuses recherches empiriques qui ont été réalisées par les sociologues, les anthropologues et les historiens. C'est une approche globale qui permet de dépasser les clivages entre la psychologie et la sociologie. Là aussi, il me semble que mon apport, c'est aussi d'ancrer le raisonnement psychologique dans un cadre plus général, en suivant la démarche très proche de Marcel Mauss sur cette question-là d'ailleurs. De nombreux terrains d'application en sciences sociales sont possibles sur les inégalités, les rapports de classe, de genre, de race. Pour analyser les mouvements sociaux, j'en ai parlé. La mobilisation possible de différentes échelles. L'intérêt aussi de cette approche, c'est que j'ai parlé beaucoup de l'analyse dans le cadre national, mais on peut très bien utiliser ces indicateurs pour les analyser à des échelles régionales. D'ailleurs, j'ai publié un article dans la revue suisse de sociologie où on analyse aussi qu'il y a des différences en Suisse selon les zones linguistiques et culturelles. Et enfin, il y a aussi des terrains d'application dans le champ de l'intervention sociale et humanitaire, dans le développement social. Des prolongements, et je termine. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser la dynamique cumulative des liens sociaux. C'est ce qui permet justement de prendre en compte les trajectoires, l'analyse des trajectoires individuelles et collectives. Je sais que je suis dans un institut qui travaille beaucoup sur la question des trajectoires, et donc il me semble que le processus d'attachement, détachement et de réattachement peut offrir un cadre analytique intéressant dans ce domaine. Et bien sûr, la question que vous allez inévitablement me poser, c'est la transformation historique des régimes d'attachement social. Comment les sociétés peuvent passer d'un régime
à un autre. Donc j'essaye de répondre à ces questions dans la conclusion, mais ça mériterait un développement plus ample. Et puis aussi, dans un monde où les contraintes que nous subissons se déclinent à l'échelle de la planète tout entière, on peut penser ou repenser la question de l'attachement à l'humanité comme le dépassement des clivages nationaux et l'interdépendance des sociétés à l'échelle de la planète tout entière. Et je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci beaucoup, cher Serge, pour à la fois cet exposé fondé sur des données empiriques et soucieux de cette montée en généralité. J'ouvre la salle aux questions. Donc, on va faire passer un micro. Voilà, je crois qu'il y a Cornelia. Merci beaucoup. Évidemment, je pourrais poser des questions pendant une demi-heure, mais je vais me retenir parce que Eric serait fâché. Je crois que je vais prendre de quoi écrire. Je non. m'attends à avoir une enfilade de questions. Non, j'en ai deux, en fait. Ma première, en fait, je me demandais dans quelle mesure le concept d'attachement et sa filiation, telle que vous l'avez présenté, Durkheim d'un côté, Bowlby de l'autre, dialogue avec le concept d'attachement tel que l'a développé Antoine Aignon, avec lui une filiation du côté de Étienne Souriau, donc plutôt la philosophie, et puis les développements qu'il y a eu ces derniers temps sur effectivement, d'ailleurs le triptyque que vous avez montré à la fin aussi, attachement, détachement, réattachement aux objets, aux infrastructures, etc. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, qui n'a rien à voir, dans le tableau des liens, je me demandais où se situaient les liens qui, au sens de Granovetter, sont faibles ou presque absents, des liens sur lesquels moi je travaille personnellement assez intensément, qui seraient par exemple les liens qui ont été travaillés par la sociologie urbaine, des liens de voisinage, des liens à l'échelle de la rue, et qui sont néanmoins assez importants pour certaines populations, dont âgées, encore une fois, qui est un peu mon domaine. Et j'arrive pas à les trouver, ces liens plus ordinaires et du quotidien, j'arrive pas à les trouver dans votre tableau. Je réponds tout de suite ou Il y aurait... Oui, on va prendre peut-être plusieurs questions comme ça. Cornelia, tu peux donner le micro. Comme on a relativement peu de temps, Javier, ici, on a deux questions. Voilà, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas en sociologie, je suis un gros débile de politicien, et je me demande comment est-ce que l'attachement social, ça impacte le comportement électoral. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'attachement et qui n'est pas satisfait, il va plutôt se retirer, ne pas voter, ou est-ce qu'au contraire, il va voter pour un parti d'opposition, étant donné qu'il n'est pas satisfait du statu quo? Voilà. Merci. On peut passer la question devant, et puis ensuite tu répondras à ces... Bonjour, merci pour cette super présentation. Nicolas Bailly-Lafitte, professeur de sociologie des sciences et des techniques. Une question qui reprend des éléments de celle de Cornelia Hummel. Et quelle est finalement l'ontologie du social dans l'attachement? C'est dans une tradition autre que ce qui est celle des études sociales des sciences, la question de l'attachement a été abordée depuis un certain temps, et la question à quoi tient-on s'est posée, notamment pour souligner un monde social qui n'est pas fait que d'humains, mais qui tient aussi à toute une variété des choses ou d'entités vivantes non humaines. Et justement, en pensant à l'exemple du sans-abri, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est bon, à quoi tient le sans-abri? C'est à son chien. Même si c'est vrai que ce n'est pas exactement le même régime des qualifications du type des liens qu'on a exploré dans la présentation, mais quid de ces autres formes d'attachement et qui reviennent justement dans la ligne qui s'ouvre à la fin sur la question planétaire et ces autres formes d'attachement. Merci. Donc je réponds. Alors, d'ailleurs, la première question
est quand même fortement liée à la dernière, donc j'essaye de les traiter ensemble. Vous avez, en tout cas, vous avez raison de souligner que l'attachement, ce n'est pas simplement l'attachement entre des humains, mais qu'il peut effectivement être décliné autrement, c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre en compte comment on s'attache à des choses qui ont une importance pour nous, à partir desquelles on se construit en tant qu'individu. On peut s'attacher à des territoires, à des espaces. On peut s'attacher, bien sûr, à des non-humains, à des animaux, par exemple. Je ne dirais pas qu'on peut s'attacher, on pourrait s'attacher d'une certaine manière à des espaces, à la nature, et on pourrait s'attacher à la planète d'une façon globale, sans parler de la prise en compte des humains qui la constituent. Alors, par rapport à ça, c'est des champs qui sont tout à fait intéressants à explorer. Moi, dans mon approche, je me suis tenu à la solidarité humaine, parce que déjà, c'est un gros morceau. Donc, déjà, on pourrait me dire presque qu'il fallait être un peu ambitieux pour pouvoir aborder cette question sans risquer des approximations et tout ça. Donc, je suis tout à fait favorable à une extension de ce cadre analytique à d'autres objets que la solidarité humaine, et je crois que dans certains cas, c'est nécessaire, mais donc moi, mon objet était plus limité. Je voudrais faire quand même des remarques. Il y a beaucoup de littérature sur space attachment, la question de l'attachement au territoire, à l'espace. Et j'ai notamment dirigé une thèse de doctorat qui portait sur justement l'attachement des personnes à ce qui se passe dans la rue. Ça renvoie un petit peu à votre question aussi de tous ces échanges qui ne sont pas forcément des liens très très forts avec des individus. Ça peut être des rencontres qui se font régulièrement sans qu'on connaisse véritablement les personnes. La rencontre fortuite dans la rue, effectivement. Et donc cette thèse, elle portait sur 2 rues de Paris. L'une, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, l'analyse partait justement de ces 2 rues et de l'attachement des habitants à cet espace. En fait, quand on regarde quand même très bien, quand on analyse les trajectoires, on s'aperçoit que finalement, l'attachement au lieu est un attachement qui est social au lieu. C'est-à-dire que l'attachement, c'est aussi des souvenirs que l'on a qui sont inscrits dans des relations qu'on a tissées dans les espaces. Donc il faut, me semble-t-il, parfois faire l'effort de ne pas considérer que la chose est distincte du social. Parce qu'effectivement, parfois on s'intéresse à des choses et on veut les conserver parce que ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle des échanges que nous avons eus. Un livre que l'on a lu avec ses parents, par exemple, ou avec ses enfants. On est attaché à des petites choses comme ça qui nous renvoient finalement à du social. Alors, je ne suis pas donc opposé, bien sûr, à l'idée d'extrapoler et d'aller au-delà de la solidarité humaine, mais j'insiste quand même pour montrer que finalement, le social est très présent, y compris dans nos choses, dans nos espaces que nous aimons. Alors, la deuxième question, c'était de Cornelia. Je crois que la question est bien sûr intéressante. J'ai tout un passage dans le livre où je montre que ce que je fais est différent de la sociologie de Granovetter, parce qu'effectivement, je prends en compte la question normative, qui n'est quand même pas très développée dans la sociologie des réseaux. Donc c'est ça qui me distingue beaucoup, et puis de ces univers de la morale, ces différentes sphères. Mais je suis sensible également, bien sûr, à ces liens très très faibles qui relèvent de la rencontre, tout simplement, des opportunités parfois de tirer profit d'une situation, d'un avantage de pouvoir rencontrer au quotidien des personnes avec qui on ne va pas engager des liens qui vont être durables, mais tout cela crée des univers qui doivent être pris en compte. Les liens de voisinage me semblent quand même rentrer beaucoup plus dans la logique du lien de participation élective, c'est-à-dire que je l'intègre dans le lien de participation élective, et ça je le vois dans les quartiers que j'étudie. Il y a toute une grande enquête qui a été réalisée en France par les collègues de Lyon, justement, autour de
autour de la sociologie des voisinages et du voisinage. Et en fait, ils reprennent beaucoup la typologie des liens sociaux que j'ai élaborés. Donc, on peut, me semble-t-il, utiliser les liens de voisinage aussi dans cet esprit-là. Je vois maintenant oui, il y avait une question, c'est la vôtre sur le comportement électoral. Est-ce qu'on peut l'analyser en termes de liens sociaux? Je dirais oui, évidemment, en grande partie. Oui, bien entendu qu'on peut le prendre. Et d'ailleurs, ça permettrait certainement, si on arrivait à croiser ces différents types de liens et à prendre en compte la dimension de la protection et de la reconnaissance, on pourrait dire effectivement qu'on pourrait analyser la défiance à l'égard des institutions à travers cette matrice-là, c'est-à-dire voir comment les liens sociaux sont construits. Regardez ce qui se passe dans beaucoup de quartiers populaires. Je ne sais pas si c'est le cas vraiment à Genève, mais les quartiers populaires tels qu'ils sont organisés dans les grands ensembles de la banlieue parisienne, vous avez dans ces quartiers populaires un taux d'absentéisme électoral considérable. Mais ça ne veut pas dire que les liens sociaux sont totalement faibles pour autant, c'est-à-dire que ce sont des liens qui sont constitués souvent à l'échelle de la famille, à l'échelle du voisinage, à l'échelle de communautés parfois ethniques ou religieuses, qui se vivent comme des micro-sociétés et qui se traduisent par une volonté de compensation par rapport justement au sentiment d'être en rupture par rapport aux institutions qui discriminent, qui dévalorisent. Et donc, on peut analyser le comportement électoral à partir donc, de ces différents types de liens, bien entendu. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre une nouvelle série de questions. Alors, voilà, on en a 3. On va commencer ici. Et puis, on remontera le micro ensuite. Des questions courtes, s'il vous plaît. Oui, alors avec moi, ça va être difficile. J'apprécie beaucoup, dans votre exposé et dans votre livre que je n'ai pas encore lu, ce travail de sociologue qui vise à donner de discipline des concepts assez solides sur lesquels on puisse partir et qui ne soient pas des concepts de sens commun, comme la discipline a été envahie aujourd'hui. Je prends l'exemple du concept d'inclusion, maintenant tout doit être inclusif, etc. Mais pour un sociologue, ça ne veut pas dire grand-chose. Ou alors le concept de décivilisation qu'on utilise dans la politique française en oubliant d'où il vient. Mais alors, sur ce concept d'attachement, il est riche et en même temps, il est quand même très problématique. Et je pense que les 2 questions qui ont été posées par mes collègues tout à l'heure le signalent, inspirées par une sociologie qu'on dit aujourd'hui plutôt pragmatique, en ce sens que l'attachement, ça peut être à la fois un sentiment, le fait de se sentir ou pas attaché à un groupe. Ça peut être un processus, la manière dont le processus de socialisation, l'éducation des enfants attache les enfants en groupe à la société, comme le disait Durkheim. Ça peut être un état, on est plus ou moins solidaire au sens de la solidarité mécanique ou la solidarité organique dont parlait Durkheim. Et je trouve que à la fois ça fait la richesse du concept et en même temps je trouve que ça fait son extraordinaire difficulté. Et dans les travaux empiriques, quand vous montrez les indicateurs que vous avez choisis avec Christian Sutter et son collègue, on voit que c'est des indicateurs qu'on dirait plutôt objectifs d'une position ou d'un état plutôt d'un processus ou alors pire encore d'un sentiment. Donc j'aimerais plus vous entendre sur le choix de ce concept. Et puis, deuxième question, j'en ai 3. La deuxième et la dernière. Deuxième, alors je dois choisir. Non, je veux en 2, 3. Bon, alors je laisse de côté la question de la morale et pour les raisons pour lesquelles vous reprenez ce vieux concept durkheimien. Alors, la question de la reconnaissance. Comment, c'est très présent dans votre travail et moi j'ai beaucoup de difficultés comme sociologue à définir le concept de reconnaissance et à voir comment l'opérationnaliser dans les différentes situations que vous analysez. Merci. On passe le micro tout de suite. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question justement, même si votre typologie n'est pas liée avec la typologie de Spin-Andersen, parce que vous avez pris d'autres critères. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a la causalité entre la typologie de Spin-Andersen et votre typologie? Par exemple, est-ce que le renforcement des politiques sociales peut affaiblir, par exemple, les liens familiaux? Et en inverse, donc, est-ce que non développer des mesures sociales donc, renforce les liens familiaux?
Merci. Il y a une troisième question, voilà. Moi, ma question est liée en fait aux 4 types de liens et leur entrecroisement. Il y a une situation atypique, par exemple les individus qui sont devenus fous, les cas de folie, où est-ce qu'on peut les classer en fait dans ces... Puisqu'on a parlé du cas de FDS qui peuvent en fait avoir la rupture des 3 types de liens, il va rester seulement des liens communautaires au niveau local. Ensuite, c'est la corrélation avec les typologies de Spink-Anderson et aussi ça reflète en même temps aussi les clusters culturels que Engelhardt aussi a élaboré. Bon. Quel est le soubassement à ce moment de ces résultats-là? Est-ce que c'est lié en fait au reflet de la structure économique? C'était ma question. Merci beaucoup. Serge, tu as 7 minutes exactement pour répondre à tout ça. 9 minutes. Tu devais poser des questions aussi, non? Oui, j'en ai une. Si on a rajoute-la, comme ça. Collective. Bon, d'accord. Merci mille fois de toutes ces questions qui nourrissent le débat et et je vais essayer donc d'y répondre. Alors, dans la dimension de l'attachement, je prends en compte la question du sentiment. Elle est présente dans chacune des dimensions. Je reprends beaucoup le lien au sens d'Elias, parce que Elias montre qu'il y a une dimension affective dans chacun des types de liens, y compris dans le lien national. Il en parle et dit qu'effectivement, il y a une dimension qui relève du sentiment. Et donc, contrairement à une approche uniquement positiviste, si vous voulez, il y a une dimension subjective qu'il faut prendre en compte, et il me semble que l'on peut tout à fait l'intégrer. Et en tout cas, j'essaye de l'intégrer dans les analyses. Alors, il faut quand même se prendre en compte le fait qu'on travaille à différents niveaux. Quand je suis dans une analyse macro-sociologique, je suis obligé d'avoir des indicateurs macro. C'est-à-dire que je ne peux pas mobiliser la comparaison de 34 pays en prenant en compte la dimension affective, parce que je n'ai pas les données pour ça. Donc je suis obligé de raisonner à une échelle macro avec des indicateurs qui peuvent apparaître trop globaux, encore que, bon, malgré tout, ils n'ont pas été choisis totalement par hasard. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais vous verrez qu'il y a ce passage obligé par des indicateurs synthétiques et globaux, mais qui n'interdit nullement d'avoir recours, pour bien comprendre ce qui se joue dans chaque type de société, à des études beaucoup plus qualitatives qui prennent en compte à la fois les processus individuels et puis la dimension subjective. Donc, quand on monte en généralité, on ne peut pas monter en généralité en ayant exactement tous les indicateurs du micro, si vous voulez. Vous êtes obligé de perdre en route, parce qu'autrement, vous ne pouvez pas faire ça. Donc c'est ça le compromis, c'est-à-dire que je suis d'accord que ces indicateurs restent quand même limités, mais malgré tout, ils disent des choses qui complètent les analyses qualitatives que l'on peut faire par ailleurs. Alors, la question de la reconnaissance, alors, moi j'ai repris beaucoup, bien sûr, les travaux d'Axel Honneth, que je discute amplement dans le livre. Et je considère effectivement que les différentes sphères que lui distingue dans la réalité, se recoupent. Dans la réalité, elles se recoupent. Je prends plusieurs exemples pour le montrer. Et donc, moi, j'arrive finalement à essayer de décliner cette dimension de la reconnaissance en prenant en compte justement la spécificité de chacune des sphères. Et je montre que finalement, il faut procéder comme ça.
Et en tout cas, je me méfie un petit peu donc, des distinctions qu'a pu faire Axel Honneth. En ce qui concerne alors maintenant la question de la causalité, qui est bien sûr une question très très importante, je n'ai pas eu le temps de montrer les croisements que j'ai pu faire avec tous les autres indicateurs socio-économiques. Parce qu'effectivement, une fois que j'avais ces clusters, j'ai essayé de les croiser avec des indicateurs d'inégalité, de classe, de genre. La question du genre est très présente dans l'analyse justement de ces régimes. J'ai pris en compte des indicateurs de développement économique, des indicateurs de classe sociale. J'ai pris en compte des éléments qui renvoient aussi à la protection sociale. Et donc à chaque fois, vous verrez, il y a de nombreux indicateurs qui sont mobilisés à l'appui de ça. Alors, je peux confirmer effectivement que dans le régime familialiste, vous avez effectivement très peu de protection sociale, très peu de politique sociale. Et on pourrait dire effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas de politique sociale qu'il y a ce régime familialiste, parce que effectivement, les personnes sont habituées à faire sans l'État et sans cette protection sociale. C'est un élément d'explication que donnent souvent d'ailleurs les sociologues qui s'intéressent à la famille. C'est un argument très, très fort et que je ne nie absolument pas, mais j'essaye d'aller au-delà de cette explication qui me semble trop limitée, parce que si on prend en compte les mécanismes de la socialisation, on se rend compte effectivement que, indépendamment du système des dispositifs publics, il y a toute une façon très profonde, très intégrée et très historiquement intégrée de concevoir ces différents types de liens. Et donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les mécanismes de la socialisation qui ne sont pas pris en compte dans la typologie d'Esping-Andersen. Alors, ces deux typologies différentes, deux conceptions différentes, il me semble quand même que c'est important, me semble-t-il, de pouvoir penser avant tout sociologiquement la structuration des sociétés modernes et ne pas limiter la structuration des sociétés modernes à des dispositifs d'action publique. Donc c'est ça, mais ça ne veut pas dire que les dispositifs d'action publique ne sont pas importants. Mais c'est une démarche vraiment différente. Alors je ne saurais pas trop comment répondre sur la question de la folie, mais je crois que ce que vous avez pris en compte comme à partir de cet exemple, ça oblige à avoir effectivement, si on prend en compte les fous dans une société donnée, on peut essayer de voir comment ils sont traités socialement, comment on les intègre ou on ne les intègre pas. Dans certaines sociétés, on va plutôt les enfermer ou les exclure. Dans d'autres, on va plutôt les intégrer dans la société en pensant que la folie a sa place dans la société. Donc tout ça, ce sont des variations de société. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à considérer que la folie, c'est aussi une question de liens sociaux, si vous voulez. Dans certains pays, vous allez avoir des personnes très handicapées qui ne peuvent pas survivre seules, mais que l'on va quand même accompagner dans la vie sociale parce qu'il y a des supports familiaux, parce qu'il y a des structures associatives qui s'en occupent, etc. Et j'avais participé aussi tout à fait, c'était à Lausanne, il y avait toute une réflexion sur le polyhandicap. Et j'avais participé à cette réflexion qui était vraiment passionnante. En fait, non, c'était pas à Lausanne, mais il y avait des personnes de Lausanne, mais c'était à Fribourg, qui a toute une clinique du polyhandicap. Et donc, on avait là, au cours de ces échanges, on avait vraiment pris en compte cette matrice des liens sociaux pour étudier justement comment on peut interpréter la folie de cette façon-là. Voilà, Bon, il reste 1 minute. Il m'a demandé de te poser une question, donc je terminerai là-dessus. Il y a quand même un résultat surprenant dans ton étude, c'est celui concernant la Suisse, qui est classé dans les analyses que tu as présentées dans le type universaliste, avec tous les pays scandinaves. Et ça, vraiment,
je ne sais pas ce qu'en a pensé Christian Souter, mais nous, en général, en Suisse, on prend les pays scandinaves comme un peu l'opposé de ce qu'on a ici, puisqu'on considère que notre système, c'est un mixte entre un modèle très familialiste, où il y a beaucoup d'insistance sur le breadwinner model, où il y a beaucoup d'insistance sur la famille comme lieu de solidarité des personnes, et un modèle très volontariste, libéral, où l'essentiel est placé sur la responsabilité individuelle. Tu le places dans un type qui... Ça, c'est l'analyse qu'il place. L'analyse qu'il place dans un type qui est très très différent de nos attentes. Et je me demande si les indicateurs que tu as utilisés ne sont pas un peu biaisés dans la direction des comportements plus que des normes sociales. Par exemple, tu nous dis le pourcentage de personnes au chômage qui sont chez leurs parents entre 20 et 25 ans. Mais en Suisse, compte tenu de la situation économique, en tout cas jusqu'à maintenant, il y a beaucoup moins de chômeurs que dans d'autres pays occidentaux. Oui, mais ouais, d'accord. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt tenir compte des dimensions normatives? Qu'est-ce que doit faire, à qui incombe la responsabilité d'un jeune chômeur? Merci beaucoup. Alors, le cas de la Suisse est un cas un peu étrange. Tout simplement parce qu'il y a une grande variété aussi en Suisse. Dans la région du Tessin, on a regardé, on avait notre indicateur de lien de filiation, avec pas simplement que la question du chômage, c'était aussi la proportion des 25-34 ans qui vivent encore chez leurs parents, et la proportion des 75 ans et plus qui vivent avec leurs enfants et avec d'autres membres de la famille. Donc, c'était des indicateurs, alors, on va dire, oui, c'est des indicateurs macro que l'on peut calculer pour les différentes régions. Ce qu'on trouve, les pourcentages dans le Tessin, c'est quasiment les mêmes que ce qu'on trouve en Italie. Et c'est vraiment très différent des autres régions. Donc quand tu dis la famille, c'est quelque chose d'important, moi j'ai pris en compte la question de la famille là au sens de la filiation, c'est-à-dire qu'au sens de la solidarité intergénérationnelle. Alors la question après, c'est effectivement de l'injonction des femmes à rester plutôt au domicile quand les enfants sont en bas âge, etc. Ça, c'est un système normatif qui est effectivement connu et différent de la France de ce point de vue-là. Alors là, tu as raison. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que la Suisse apparaît aussi comme, en prenant en compte ces différents types d'indicateurs d'une façon globale, comme... pas totalement décroché du point de vue du lien de participation organique, parce que vous avez des lois du travail quand même. C'est globalement un pays aussi où la société civile est importante, plus importante qu'en France. Il y a des mobilisations associatives qui sont beaucoup plus importantes en Suisse qu'en France, et ça, c'est pas photo. Et puis quand même, vous êtes beaucoup moins contestataires que les Français, c'est-à-dire que vous respectez vos institutions, vous avez un esprit civique que l'on ne va pas retrouver dans beaucoup de pays. Donc, si on prend en compte la moyenne des indicateurs, la Suisse, elle tire plutôt vers un type de fonctionnement où quand même la morale civique, professionnelle et associative est quand même pas si basse que ça. Merci beaucoup, Serge, pour ce message d'espoir. Merci à vous. Merci à tous et toutes pour votre participation et bon début de semestre.